Bonjour tout le monde, bienvenue. Il nous manque un intervenant, mais il va arriver pendant la présentation. Alors, donc, on va parler d'une technique d'arbre pour données longitudinales, les Time Penalized Trees. Et on va parler d'applications dans divers domaines, mais entre autres à l'analyse des données climatiques. Alors, Léonie, tu commences? Donc pour cette présentation, on va commencer par une introduction aux arbres de décision. Ensuite, il y a Mathias qui va arriver, qui vous présentera l'algorithme des Time Penalized Trees. Et ensuite, José vous présentera l'application au risque climatique. Donc pour commencer, on va commencer par une petite introduction aux arbres de décision pour faire des petits rappels. Donc en fait, les arbres de décision, ça fait partie des algorithmes de classification. Donc l'objectif, ça va être de prédire une variable qui va être qualitative, de temps en temps ça peut être quantitatif, à partir de variables de tout type, donc qualitatives ou quantitatives. Donc l'idée, ça va être de construire des classes d'individus qui vont être le plus homogènes possible. Pour ça, on va partir de ce qu'on appelle un nœud central où il y a tous les individus de notre base de données. Et on va avoir successivement plusieurs nœuds, sachant qu'à chaque nœud, il va y avoir un test qui va dépendre d'une des variables explicatives. On va se dire, est-ce que cette variable est supérieure ou égale, par exemple, à telle valeur, ou bien est-ce que cette variable appartient à telle catégorie. Ensuite, on va répondre oui ou non, et selon la réponse, on descend donc à gauche ou à droite, et on va continuer comme ça, en descendant l'arbre jusqu'aux feuilles. Donc on a le nœud racine qui contient toutes les observations, et les nœuds intermédiaires sont appelés les nœuds internes. Donc la feuille, à la fin, va donner le groupe final de l'individu. Donc une fois que l'arbre est construit, en fait, classer un individu, ça va être très simple. On va commencer dans le nœud racine et on va effectuer une descente dans l'arbre de la racine vers une des feuilles. Donc, afin de construire l'arbre, l'algorithme va devoir décider quelle variable utiliser à chaque nœud afin de construire les classes les plus homogènes possibles. Donc il doit choisir la variable et choisir le test qu'il va appliquer. Donc la règle choisie pour construire les nœuds s'appelle aussi la fonction de split. Elle est donnée par cette équation qui est en fait assez simple. L'idée, c'est de choisir la variable et le test statistique qui va permettre de maximiser le gain de pureté. Donc en fait, pour ça, on va avoir une fonction i qui est la fonction d'impureté. GP, c'est la notation pour le nœud parent. Et ensuite, on a GL et GR pour le nœud de gauche et le nœud de droite. Donc en fait, on va maximiser l'écart entre l'impureté du nœud parent et la moyenne de l'impureté des nœuds fils. Il existe plusieurs critères permettant d'évaluer l'homogénéité ou l'impureté d'un groupe. Par exemple, pour la classification, donc quand on veut prédire une variable qualitative, on va avoir l'indice de Gini ou l'entropie probabiliste. Quand on fait une régression, on peut utiliser par exemple la mean square error. Donc il y a peu d'intérêt de n'avoir qu'un individu par feuille, parce que si on va jusqu'au bout du processus, on peut vraiment se retrouver avec un seul individu par feuille. Il y a peu d'intérêt, puisqu'il y aura un surajustement. Donc on va mettre en place un critère d'arrêt. Pour cela, il existe plusieurs règles. Par exemple, on peut fixer un nombre minimal d'individus par feuille. Donc si je suis dans un nœud et que la succession suivante implique que j'aurai moins de temps d'individus dans mes feuilles enfants, alors je ne split pas le nœud. Un autre critère, ça peut être la profondeur maximale de l'arbre. Donc ce qu'on appelle profondeur, ça va être l'écart, le nombre de steps au final entre le nœud racine et la feuille. Et enfin, une dernière solution, ça peut être de décider de ne pas subdiviser un nœud si la subdivision ne permet pas d'améliorer les performances de prédiction de l'algorithme. Pour ça, on peut utiliser une base d'entraînement et une base de test, et on regarde si subdiviser ce nœud va améliorer les performances de prédiction. Donc les avantages et les inconvénients des arbres de régression. Donc les arbres sont très visuels, vous pouvez le voir. Les règles de décision sont facilement compréhensibles, donc c'est très simple de comprendre pourquoi mon nouvel individu est classé dans telle ou telle catégorie. Il est interprétable et il permet de prendre en compte des interactions entre les variables. Un des inconvénients, mais qui est aussi des inconvénients de plusieurs algorithmes de machine learning, c'est qu'il y a un risque de surapprentissage. Ce qu'on appelle le surapprentissage, c'est quand la règle n'est pas généralisable à de nouvelles données. Donc, par exemple, il a trop bien appris sur notre jeu de données d'entraînement, et si on lui donne des nouvelles données, au final, il va se tromper. L'algorithme, un autre des inconvénients, c'est que les arbres sont assez instables. Ils peuvent être sensibles à des fluctuations de la base d'apprentissage. Donc si on lui avait donné une base d'entraînement différente, il aurait produit des règles différentes. Et un dernier inconvénient, c'est qu'il est assez simpliste, puisqu'au final, on n'a que des séparations par plan, parce qu'on va dire que la variable est supérieure ou égale à telle valeur.
Pour contrer certaines de ces limites, il y a quelques extensions des arbres. Donc, l'une d'elles, c'est le bagging, qui va être une fusion de bootstrap et d'aggregating. Donc, comme je vous disais, un des soucis, c'est la stabilité du modèle. Donc là, en fait, ça va être une technique qui va améliorer la précision et la stabilité du modèle. Donc, pour faire les étapes, on prend la base de données initiale, qui est tout à gauche. Et donc, on va effectuer des échantillonnages bootstrap de cette base de données. Donc, l'idée, ça va être de recréer M bases fictives qui vont être générées en tirant au sort, en tirant avec remise en fait, des individus de la base de données. Donc, par exemple, vous voyez ici, il y a 4 couleurs différentes dans la base de données initiale. On va effectuer un tirage avec remise. Donc, par exemple, dans le premier échantillon, on a 2 fois le bleu qui est un peu plus foncé, une fois le bleu clair, une fois le vert. On a perdu le bleu, celui qui normalement c'est du violet. Ouais, vous voyez aussi du violet. Donc au final, on va avoir M nouvelles bases de données qui sont légèrement différentes. Et sur ces M nouvelles bases de données, on va entraîner un arbre. Donc on va obtenir M modèles différents. Et ensuite, quand on va vouloir faire une prédiction sur un nouvel individu, on va regarder les prédictions de ces M modèles. Et ensuite, on va agréger ces prédictions. Donc si la variable qu'on veut prédire à la fin, c'est une variable quantitative, on va effectuer la moyenne de ces prédictions. Si c'est une variable qualitative, on va regarder le vote majoritaire. Une autre des extensions, c'est le boosting. C'est une technique d'ensemble qui va combiner plusieurs modèles faibles. Donc, c'est des arbres de décision peu profonds, par exemple une seule profondeur, un seul test, pour créer un modèle performant. Contrairement au bagging, pour le boosting, les modèles tous les modèles ne sont pas entraînés de manière indépendante, puisque chaque modèle va être entraîné pour corriger les erreurs de ses prédécesseurs. Si par exemple, je prédis une variable qualitative, on va dire, c'est des couleurs, et je me trompe beaucoup pour prédire le rouge, et ben, pour le modèle suivant, je vais mettre un poids plus important sur le rouge pour que le modèle d'après, il fasse très attention à bien prédire le rouge. Donc à la fin, on va avoir encore plusieurs prédictions. Là, j'en ai 3, mais on peut en faire plusieurs. Et on va encore faire un vote en regardant les prédictions de chaque modèle. On fait le vote ou la moyenne selon si la variable est qualitative ou quantitative. Bon, on va passer la partie de Mathias et il reviendra. Après, on fait l'application d'abord, tant qu'il arrive. Désolé. C'est parce qu'il y a des animations. Merci, Léonie. Bon, eh bien, je me présente, je m'appelle José Garrido, je suis professeur d'actuariat à l'Université Concordia à Montréal. Mais bon, j'ai pris une pré-retraite et en ce moment, je travaille au sein de la chaire Dialogue, entre autres sur ce projet sur les indices climatiques. Alors, Mathias, la présentation de Léonie, c'était un peu faire le rappel de ce que c'est que les arbres, vous les connaissez déjà. Mais c'était parce que Mathias allait expliquer comment on peut les étendre pour faire l'analyse de données longitudinales, donc des données qui se déplacent dans le temps. Et voilà, il est là, et donc c'est parfait. Je reviens. Est-ce que tu vas pouvoir... Vous avez déjà bien entamé. Excusez-moi de mon retard. La SNCF a été surprenante, ou pas. Tu veux te mettre là-bas pour voir les slides ou... Pas forcément. OK. Allez, on va faire d'ici. Alors, du coup, Léonie, tu as dû présenter l'intérêt des arbres de décision de manière générale et pour des problèmes actuariels. Il faut bien parler dans le micro, je crois. On va maintenant s'intéresser à une extension des arbres, des modèles qui produisent des arbres de décision, mais pour répondre à un problème un peu plus spécifique. En fait, les arbres de décision ont plusieurs limites, et l'une d'entre elles, une limite forte, c'est qu'elles ne peuvent pas prendre en entrée des données longitudinales, c'est-à-dire des données qui varient dans le temps. Quand on construit un arbre de décision, on va y faire des splits, typiquement, est-ce que le salaire de telle personne est au-dessus ou en dessous d'un seuil? Si c'est vrai à certains temps, mais faux à d'autres temps, on n'a aucun moyen de splitter dans l'arbre. Donc on ne peut pas mettre ce genre de données en input. Donc pour faire court, ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on a fait, c'est d'adapter l'algorithme de création d'arbres de décision sur ce genre de données. Je peux y aller. Alors quand je parle de données longitudinales, c'est peut-être plus clair de voir un exemple précis. Donc là, on a un dataset d'un portefeuille d'assurance vie. Quand on parle de données longitudinales, ce qu'on voit, c'est qu'on a un identifiant par sujet. Il y a plusieurs lignes qui correspondent à un même sujet. Et en fait, toutes ces lignes correspondent aux différentes observations d'un même sujet.
Donc on peut voir tout à droite, on a l'année, et donc pour le premier sujet, on voit qu'on a des observations en année 1, 2, 3, 4, etc. Ce genre de données, c'est assez courant en actuariat quand même, puisque par exemple là c'est un exemple en assurance vie où on a l'historique de tous les versements, les rachats partiels, et tous les flux financiers qui se sont passés sur un contrat. Mais on peut imaginer aussi des données télématiques, qui sont des données longitudinales en assurance auto. N'importe quelle série temporelle en finance ou des données climatiques qui sont aussi des séries temporelles. Donc voilà, c'est un cas de figure qui est commun en actuariat. Donc maintenant, si on zoome sur ce qui se passe pour la division d'un nœud, donc normalement ce genre de choses a été présenté, j'imagine, en première partie. On va voir comment on peut modifier ça. Ce qu'on a dit, c'est que si on veut faire une division sur une covariable x1 au seuil d1, ce genre de question n'a pas de sens pour des données temporelles, puisque ça peut être vrai à certains temps et faux à d'autres temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter tout ça. Je pense que tu peux passer... Voilà, qu'est-ce qui se passe si on a un sujet pour lequel c'est vrai à certains temps et faux à d'autres? Une première façon de faire, tu peux revenir un petit peu en arrière, merci. Une première façon de faire, ce serait de se dire tout simplement, on va considérer que les observations pour lesquelles on a la covariable x1 qui est en dessous du seuil d1, on les met dans le nœud de gauche et toutes les autres dans le nœud de droite. En fait, on divise les observations de notre même sujet en plusieurs, ce qu'on appelle pseudo-sujets. Ça, ça a l'intérêt d'être... ça peut marcher en théorie si on fait des petites adaptations de comment on définit le critère de split, mais en pratique, ça a le désavantage d'étendre à plusieurs feuilles les observations d'un même assuré. Et au final, si on veut se dire à quel cluster appartient mon assuré, en fait, il est répandu dans plusieurs feuilles. Donc niveau interprétabilité, on perd un gros aspect des arbres de décision. Tu peux y aller. Alors, pour réussir quand même à faire rentrer des données longitudinales dans le cadre des arbres de décision, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Les premières méthodes, je ne vais pas m'étendre, ça sert uniquement à étudier des variables cibles longitudinales, mais pas des variables explicatives. Nous, ça ne va pas nous concerner, on aimerait faire intervenir des variables explicatives longitudinales. La deuxième façon de faire, c'est ce que j'ai appelé les méthodes pas vraiment longitudinales. C'est en fait en amont de préprocesser les données et de transformer les données longitudinales, les résumer les attributs longitudinales en attributs non longitudinales. Par exemple, on pourrait imaginer, si on a une variable qui est une série temporelle pour chaque assuré, on pourrait, au lieu de prendre toute la série, prendre la moyenne, la variance, la valeur initiale, la valeur finale. Et comme ça, on n'a plus un dataset longitudinal et nos méthodes d'arbre de décision fonctionnent. Et le troisième carré, c'est ce que j'appelle les méthodes state of the art. Donc c'est celles qui marchent bien et qui ont des propriétés satisfaisantes, on va dire. Et parmi ces méthodes, je ne vais pas m'étendre, mais je mets un peu de littérature. Nous avons les LTRC Trees and Forests, donc pour Left Truncated and Right Censored, et les Mixed Effect Tree-Based Models, donc les arbres de décision à effet mixte. Le sujet de la présentation n'est pas de les présenter, mais en tout cas, si vous cherchez des références pour des modèles qui marchent bien pour des données longitudinales, on a ces modèles-là. Alors maintenant, comment on veut faire, nous puisque dans les méthodes state of the art dont je viens de vous donner les références, on a toujours ce problème d'un assuré qui est séparé, enfin un sujet qui est séparé dans plusieurs feuilles terminales, et donc c'est pas satisfaisant du point de vue de l'interprétabilité. Donc comment on fait, nous? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de splitter, de choisir une division pour une covariable à un seuil donné, on se pose la question de trouver pour quelle covariable, quel seuil et à quel temps il est optimal de splitter, enfin de diviser mes sujets dans différentes feuilles. Donc juste ce que ça change, c'est qu'au lieu d'avoir x1, tu peux peut-être revenir en arrière, on va faire juste étape par étape, au lieu d'avoir x1 inférieur à d1 dans la règle de décision, on a la question suivante, est-ce que la variable x1 au temps tc va être inférieure à un certain seuil? Maintenant, ce que ça crée, ça, on va voir un peu plus de détails après, mais ce que ça crée déjà dans un premier temps, c'est qu'il peut y avoir des sujets pour lesquels il n'y a pas d'observation au temps tc.
Donc qu'est-ce qu'on en fait? Du coup, ils ne peuvent pas rentrer dans cette règle de décision. Dans cette règle de division, pardon. Donc qu'est-ce qu'on en fait? En fait, immédiatement, on crée une feuille à droite du nœud qu'on va appeler une feuille de durée qui va contenir tous les sujets pour lesquels la règle de décision n'a pas de sens puisqu'il n'y a pas d'observation au temps de la règle de division. Ce qui fait que dans le critère de split que vous voyez en dessous, peu importe les formules, ce qu'on peut juste voir par rapport au critère de split d'un arbre classique, c'est qu'il y a un terme qui s'est rajouté. On a ajouté en fait l'impureté de la nouvelle feuille qui vient d'être créée, la feuille de durée. Par contre, ce qu'on veut faire, et tu peux passer, c'est que si on laissait la règle comme ça, c'est-à-dire à chaque nœud, on se pose la question, quelle est la covariable, à quel temps et à quel seuil qui va optimiser un critère de split? Ce qui va se passer, c'est que potentiellement, on va aller chercher des informations qui temporellement sont assez loin dans le portefeuille, assez loin dans le dataset. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a splitté, je dis n'importe quoi, mais qu'on a fait un split en 2020, ça n'a plus de sens d'aller faire un split en 2015, puisqu'on a déjà écarté de nos observations potentiellement divisables tous les sujets qui n'avaient pas d'observation avant 2020. En gros, ce que je veux dire, c'est que si on fait un split au temps t, on ne pourra voir après dans l'arbre que des splits à des temps supérieurs à t. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est quand même donner une chance aux splits qui ne sont pas très éloignés dans le temps, puisque une fois qu'on les a dépassés, c'est perdu et on ne pourra plus avoir cette information. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on décide de pénaliser le critère de split pour les splits qu'on considère et qui sont loin dans le temps. Donc un split éloigné dans le temps ne va être sélectionné que s'il est hautement supérieur au niveau de l'information qu'il apporte à un split proche dans le temps. Donc il y a un petit, donc c'est un facteur exponentiel qui est la pénalité, et ce facteur exponentiel il est d'autant plus fort, cette pénalité elle est d'autant plus forte que le terme gamma est fort, et donc gamma c'est ce qu'on appelle le critère de pénalité, et on a des moyens de trouver un gamma optimal qui fait que on a un bon compromis entre exploitation des splits à des temps pas très élevés et exploration quand même des splits à des temps futurs où potentiellement il y a peut-être des informations importantes. Tu peux passer d'une slide. Il y a juste une araignée, je suis allergique. Il y a un vrai bug. Ah, veux-tu qu'on l'enlève? C'est bon, j'ai fait décaler. Je ne l'ai pas tué. Alors c'est toujours bien de voir du concret. Concrètement, un time penalized tree, donc l'objet qu'on vient de construire, ça ressemble à un arbre de décision. La seule chose qui s'ajoute, c'est qu'on a une frise temporelle à gauche et que chaque nœud est splitté à un certain temps. Ce qui fait qu'on a des nœuds qui sont plus éloignés de leurs nœuds parents que certains autres. C'est en fonction de à quel point on est allé loin dans le temps, dans une observation future, pour trouver un split optimal. Voilà, tu peux passer. Alors bon, je ne sais pas ce que j'ai trop voulu dire ici, j'ai voulu faire des petits zooms un peu partout. Voilà à quoi ça ressemble dans le concret. Alors ce genre de choses, c'est ce qu'on pouvait avoir pour un arbre de décision classique. C'est-à-dire qu'un arbre de décision, si on imagine l'espace des covariables, ici on imagine juste R2, c'est-à-dire on a deux covariables x1 et x2, ce qu'on a c'est que à n'importe quel niveau de l'arbre, un arbre de décision correspond à un partitionnement de l'espace des covariables. Et chaque point ici représente un sujet, et donc chaque sujet d'étude va être représenté par un point unique dans l'espace des covariables. Ce qui va se passer pour les time penalized trees, ça va être assez différent. Donc là tu peux passer. Donc ici on n'a pas seulement un espace des covariables. Alors j'ai fait la présentation sur Mac, donc les animations sont un peu sont moins bonnes en PPT, mais voilà, c'est à peu près ça. Ce qui va se passer, voilà, on va faire étape par étape, c'est que au nœud racine d'un time penalized tree, on a le dataset au temps T1, donc on a au temps 0, pardon, donc on a les covariables x1 à 0 et x2 à 0. Ce qui va se passer, c'est qu'on va choisir un premier split à un temps optimal qui va être T1. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est notre espace des covariables au temps T1 qui va être splitté. Et ainsi de suite. Je pense que tu peux dérouler jusqu'à la fin de cette slide. Alors juste avant. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'au final, notre TPT représente non pas un partitionnement de l'espace des covariables, mais un partitionnement de l'espace des covariables et du temps. On peut le représenter donc comme une suite d'espaces
covariable. Et le fait de le représenter comme ça a la bonne propriété qu'on peut voir que chaque sujet peut être représenté non pas comme un point unique dans l'espace des covariables, mais comme une trajectoire unique dans l'espace des covariables et du temps. Ce qui n'était pas le cas des modèles state of the art que j'ai rapidement présentés tout à l'heure. On garde l'unicité de la trajectoire d'un sujet dans le temps. Alors juste pour vous montrer les propriétés de ce genre d'algo, on a fait une toute petite application proof of concept. Donc on est sur le dataset d'assurance vie de tout à l'heure. La question qu'on se pose, c'est on a des personnes qui vont finir par racheter dans leur contrat et des personnes qui vont arrêter leur contrat parce qu'ils vont décéder. Ce qu'on aimerait faire, c'est essayer de trouver quels assurés ont plutôt un comportement de racheteur ou pas. Ce qu'on peut faire, c'est donner les données longitudinales à notre arbre de décision. Ouais, c'est bon. C'est bon ? Oui. Cette slide, je passe rapidement, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé d'un critère de pénalité. On pénalise plus ou moins les observations, enfin les splits qui vont considérer des temps éloignés. Ce qui se passe, c'est qu'on peut quand même regarder à tout moment la somme des impuretés des feuilles de notre time penalized tree, ce qui correspond en gros à est-ce que nos clusters sont homogènes. Et cette somme, c'est la courbe qui se passe en vert. Donc en abscisse, on a la force de la pénalité, le critère gamma. Et on voit que quand on augmente la pénalité, on a E. Donc la courbe verte, il faut la minimiser. Quand c'est bas, c'est bien. Quand on augmente la pénalité, on a la somme des impuretés de l'arbre, donc en gros le score de l'arbre qui devient de mieux en mieux, jusqu'à un certain point où considérer une trop grande pénalité, au contraire, faut imaginer, si on pénalise à 100% les observations qui sont loin dans le temps, en fait, notre time penalized tree va considérer que des observations qui sont au temps t égale 0, et en fait, ça va être un kart construit avec les observations initiales. Donc, c'est moins bien que d'aller chercher des informations un peu plus loin. Tout ça pour dire qu'il existe un critère pour fixer une pénalité optimale. C'est ce qui minimise la courbe verte. Donc si on donne à manger nos données d'assurance vie avec la variable cible, est-ce que les personnes sont des rachetantes ou des personnes non rachetantes à TPT, voilà le genre d'arbre qu'on obtient. Mais surtout ce qui est intéressant, et on va passer à la slide d'après, ah oui, il y a quelques trucs à passer. Bon là, on va rien pouvoir lire, mais ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à quels ont été les temps qui ont été le plus sélectionnés, c'est-à-dire à quelle période de la vie du contrat d'un assuré, à quelle période est-ce qu'il se passe les choses les plus différenciantes entre des rachetants et des non-rachetants. Si on veut intervenir sur une police, quand est-ce qu'il faut regarder. Donc on va s'intéresser que à l'histogramme bleu ici, et en fait pourquoi on a pris un exemple d'assurance vie, puisqu'on sait bien qu'en France, il se passe quelque chose pour l'assurance vie au bout de 8 ans de contrat. Au bout de 8 ans de contrat, on peut racheter son contrat sans pénalité. Donc c'est une forte incitation à ne pas racheter avant, en tout cas. Donc, ce qu'on voit, c'est que les time penalized trees le saisissent, ça. Donc faut uniquement regarder la courbe bleue là. On voit qu'à t égale 8, c'est là où il se passe le plus de choses. Ce qu'on voit en bleu, c'est la somme des importances des splits qui ont eu lieu à t égale ce qu'on a en abscisse. Voilà, donc à partir de t égale 8 et après, il se passe des choses importantes et c'est là qu'on peut vraiment discriminer des rachetants et des non-rachetants. Ce petit exemple, on l'a fait rapidement et il était très simple, c'était juste grosso modo pour montrer que ça marche et que si on s'attend à voir des phénomènes temporels opérés, en l'occurrence à t égale 8, on les voit. Donc les time penalized trees ont des propriétés qu'on souhaitait. Donc ça permet une segmentation temporelle pertinente. Ça sélectionne pas seulement des temps, mais ça sélectionne des covariables, comme les arbres de décision classiques. Donc en plus de dire à quel temps il est intéressant de regarder des choses, ça nous dit quoi regarder aussi. Et point important, contrairement au modèle state of the art dont on a parlé brièvement, on garde pour chaque assuré, on peut retracer dans l'arbre son parcours et sa trajectoire unique, et chaque sujet, chaque assuré en l'occurrence, a une trajectoire unique dans l'arbre, et on garde cette interprétabilité des arbres de décision classiques. Voilà, tu peux passer. Tu veux. Très bien. Eh bien, c'est
c'est le temps de parler de climat parce qu'il neige. Et on est dans les temps. Bon, eh bien, comme je vous avais dit, moi, je travaille avec des données climatiques, essayer d'évaluer l'impact du climat sur le secteur de l'assurance. Et quand j'ai entendu parler, Mathias, de ces TPT, je me suis dit, voilà, l'outil par excellence pour analyser des données climatiques. Bon, je ne sais pas si vous êtes déjà tous au courant de ce que les actuaires ont essayé de faire pour mesurer le changement climatique et l'utiliser pour faire le pont entre le risque physique sur le climat et les coûts en assurance s'il y a des coûts additionnels. Mais en Amérique du Nord, il y a déjà quelques années que les diverses sociétés professionnelles, la Société des actuaires, Casualty Actuarial Society, l'Institut canadien des actuaires, ont produit un indice climatique actuariel. Et quand je suis venu en Europe, je trouvais que c'était pas très connu. Peut-être main levée, qui est allé visiter la page web. Tous les calculs, les données, la méthodologie est disponible en ouvert sur une page web qui est maintenue et mise à jour à chaque 3 mois. Qui ici est allé naviguer parmi les divers menus? Ben voilà, c'est ce qui m'arrive à chaque fois que je présente aux actuaires. C'est pas encore très connu. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au sein de la chaire Dialogue, on s'est dit, on va voir si la méthodologie nord-américaine fonctionne en France. Alors, on est allé chercher les données sur Copernicus et on a calculé un indice actuariel climatique français. Dans le but de montrer ce qui est en train de se passer dans le climat ici en France et voir si ça pouvait servir d'outil pour après évaluer l'impact sur le coût des portefeuilles en assurance. Je n'ai pas beaucoup le temps de tout présenter, mais au moins de dire qu'au début, on n'a fait que calquer la méthodologie nord-américaine. Parce que scientifiquement, c'était naturel de se dire, on va essayer de comparer sur la même base ce qui se passe ici et ce qui se passe dans les autres pays. Mais l'étape naturelle suivante, c'est de se dire, il y a peut-être des spécificités à la France qui font que ce que les Nord-Américains ont choisi comme variable pour inclure dans leur indice, la formule de leur indice, elle n'est peut-être pas complètement adéquate. Et de là vient la question, quelles sont les meilleures variables à inclure dans un indice climatique pour la France? Et c'est là où l'outil des TPT va jouer un grand rôle parce que on va pouvoir sélectionner avec des données qui sont hautement longitudinales. Prenez la France, on divise par la France en cellules de 0,1 degré de latitude par 0,1 degré de longitude, donc ça fait à peu près 11 km par 11 km. À chacune de ces cellules, on a 60 ans de données et on l'a pour la température, pour la vitesse des vents. Donc, on a vraiment plusieurs vecteurs de données qu'il faut analyser. Bon, tout ça pour mettre en contexte. Bon, alors, l'indice que les Nord-Américains ont calculé, c'est une simplification d'un phénomène complexe, le climat, le réduire à un chiffre qui évolue dans le temps, un peu comme l'indice des prix à la consommation. Je pose la question de nouveau, qui est-ce qui sait comment on calcule l'indice des prix à la consommation? Il y a un panier de biens et de services. On achète ce panier à chaque période où on fait le calcul et on compare le prix d'un moment à l'autre. On standardise et l'indice est standardisé, donc on voit l'évolution. Donc, ce qui est important dans l'indice des prix à la consommation, ce n'est pas la valeur de l'indice, c'est comment il change d'un moment à l'autre. C'est la même idée que les Nord-Américains ont appliquée. Ils ont choisi 6 variables climatiques qu'ils ont mis dans leur panier d'événements extrêmes climatiques. Et ce qui est important, ce n'est pas autant la formule, vous allez la voir, elle est très simple, mais plutôt comment la valeur évolue dans le temps. Donc, vous lirez après. Voici la photo finish. C'est ça l'indice climatique actuel. Un exemple, il n'est pas très récent, en Amérique du Nord. Ça, c'est Canada et États-Unis combinés. Alors, la première période que vous voyez sur votre droite, non, sur votre gauche, c'est la période d'entraînement, c'est de 1961 à 1990. Oui, c'est ça. 30 ans. On a calibré l'indice à une moyenne nulle sur ces 30 ans. Les barres verticales, c'est le calcul saisonnier à chaque 3 mois. Et la ligne noire, c'est la tendance long terme, donc c'est une moyenne mobile 5 ans.
Vous pouvez voir la ligne, une moyenne nulle à peu près. Et il y a des saisons qui sont au-dessus de la moyenne, des saisons qui sont en dessous de la moyenne. On continue à calculer l'indice passé la période de référence. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, que pratiquement toutes les saisons sont au-dessus de la moyenne, comme on entend aux nouvelles à la météo tous les jours. Et la tendance, elle est forte, elle est maintenue et elle continue à croître. Ça, c'est pour le Canada et les États-Unis. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, je suis revenu au début. Désolé, ça fait partie des risques. Là, avec les animations, ça va prendre un peu plus de temps. Oui, désolé. Non, c'est très bien. Voilà. Donc, c'est ça les 6 variables que les Nord-Américains ont choisies. 2 variables de température. L'emphase est sur les extrêmes. Donc, on va regarder des quantiles et non pas des températures moyennes comme on en parle aux nouvelles. Donc, température extrême, au-dessus du 90 percentile sur la distribution de la période de référence. Température très basse, en dessous du 10e percentile. La force des vents, donc on va mesurer la vitesse des vents et la convertir en force des vents. Les précipitations, il va y avoir autant en sévérité les précipitations importantes comme les périodes de sécheresse. Donc, nombre de jours consécutifs sans pluie, c'est-à-dire moins d'1 millimètre de pluie. Et finalement, une variable qui cause toujours un intérêt incertain, c'est le niveau de la mer. Donc, en ce moment, je suis à Madrid. Les gens à Madrid disent, mais pourquoi on s'intéresse au niveau de la mer? Nous, on est en plein milieu. Ça, c'est des gens qui vivent dans une péninsule, mais vous allez voir, ça a un effet important. Comment c'est calculé? On n'a pas beaucoup de temps, je vais sauter un peu, et surtout que c'est une méthodologie qui est déjà calquée. Mais comme j'ai dit, l'emphase est sur les extrêmes. Pourquoi? Ben parce que ce sont les extrêmes qui causent des dommages et des coûts, autant pour les assurés comme pour les compagnies d'assurance. Et donc, l'emphase de la mesure de l'indice va être sur les extrêmes. Les 6 variables, elles sont toutes sur des bases différentes. Il y en a, c'est des fréquences, nombre de jours. Il y en a, c'est des sévérités, nombre de millimètres de pluie. Pour pouvoir les combiner, ben, il faut les mettre sur un même niveau. Alors, ce que les Nord-Américains ont choisi, c'est une technique, j'allais dire, très standard, c'est-à-dire de standardiser les variables. On va prendre la valeur ce mois-ci, on va lui soustraire la moyenne sur la période de référence pour cette même valeur, et on va diviser par l'écart type sur la période de référence de cette même valeur. Et donc, ça devient comme une code Z, une variable sans échelle qu'on va pouvoir combiner. Et on va simplement les additionner avec des poids, mais qui vont... J'ai encore fait quelque chose de pas correct. Voilà. Désolé, c'est les flèches ici qui sont... Bon, alors on va les combiner. Ça va de pire en pire. Tu peux peut-être reprendre directement. Ouais, non, vas-y. Et on va les combiner. Les poids, je vous ai dit que la formule n'est pas aussi importante que le changement de la valeur dans le temps. Donc, les actuaires nord-américains ont mis le même poids, la même emphase sur chacune des variables. C'est sûr que c'est des questions à se poser au point de vue scientifique, si ça pouvait être optimisé ou pas. Hein? Nous, comme je vous dis, on a calqué cette logique et on a calculé l'indice français sur la même base. Ça s'en vient. On a un coffee break après. Donc, je vais juste vous empêcher de prendre un deuxième café là, en ce moment. Voilà. Et ça, c'est la formule. Vous allez voir, le poids, c'est 1 pour tous, bon, 1/6, parce que c'est une moyenne des 6 variables, sauf pour les températures extrêmement basses. Il y a un moins devant plutôt qu'un plus. C'est pour éviter que... On veut que l'indice, plus il est élevé, plus ce soit une représentation d'événements extrêmes. Donc, on veut éviter que des températures extrêmes qui, en même temps, dans une même année ou dans un même mois, ont aussi des températures extrêmement basses, que l'une cancelle l'autre quand on fait la moyenne. Donc, c'est pour ça que le signe est différent. Et voilà, vous avez ici, on n'a pas mis les barres pour chacune des saisons, mais si on fait que les 6 moyennes mobiles pour les 6 variables, par couleurs différentes, je ne sais pas si vous voyez bien. En noir, c'est l'effet combiné. Donc ici, la courbe noire, c'est le FACI, c'est le French Actuarial Climate Index. On voit que la tendance, elle est quand même assez forte. Le niveau sur l'axe des Y
n'est pas le même qu'en Amérique du Nord, mais rappelez-vous, c'est des variables standardisées qu'on additionne. Quelles sont les deux courbes les plus significatives dans l'accroissement de l'indice? Ben, la courbe en rouge, c'est le niveau de la mer. Et la courbe en vert, c'est les températures extrêmement élevées, donc les vagues de chaleur. Bon, tout ça pour dire que cette sélection des variables, le groupe de travail combiné de la Société des actuaires de l'Institut canadien, ils ont fait ce choix de ces 6 variables, de ces quantiles-là précisément. Mais il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Pourquoi le T90? Pourquoi le 90 percentile? Pourquoi le 10e percentile? Pourquoi pas d'autres mesures d'extrême? Pourquoi ces 6 variables-là? En Espagne, on me pose toujours la question, mais pourquoi vous ne prenez pas la température de la mer plutôt que le niveau de la mer? On regarde les gouttes froides qu'on vient d'avoir dans la région de Valence. C'est sûr que la température de la mer est un bon prédicteur de ce qui va se passer. Bon, il y a des corrélations entre ces choses-là. Le niveau de la mer aussi est affecté par la température. Donc, dans une certaine façon, elle cache l'information température. Mais pourquoi avoir choisi le niveau? Ben, ces questions-là, on peut y apporter une réponse si on les analyse avec des arbres où on va faire des splits et on va décider quelle est la variable qui, de façon optimale, contribue le mieux à prédire ce qu'on essaie de prédire. Donc, on va entraîner des TPT. J'ai juste le temps de vous montrer très rapidement 2 exemples qu'a préparé Mathias. Donc, vous voyez ici, on va d'abord entraîner l'arbre, le TPT, sur l'indice tel qu'il est construit en ce moment. Donc, les variables T10 et T90, si on prend l'exemple des températures. Donc, on va trouver les points de split pour cette sélection de variables. Par la suite, on va appliquer un TPT où on va rajouter à la base d'informations d'autres percentiles pour voir quel est le percentile optimal. Et on voit ici qu'on a un gain dans l'impureté totale de 2% par rapport à la méthodologie logique. Si on considère le 80e percentile ou le 70e percentile, il faut savoir que quand tu choisis un seuil, plus le seuil est élevé, plus ça va chercher des valeurs extrêmes, mais moins il va avoir de données. Quand on descend au 80 percentile, il va y avoir plus de données au-dessus du seuil. Donc ça rajoute plus d'informations. Et la même chose du côté des valeurs minimales. Donc, si on rajoute T10, d'autres composantes vents, dans cette illustration, on voit qu'on a un gain de 5% en rajoutant le T95, donc le 95e percentile, et le T10 plus la vitesse du vent ou la force du vent. Donc, il y a moyen, avec les TPT, d'aller faire des décisions optimales qui n'avaient pas été faites de façon statistique par le groupe de travail nord-américain, mais qui avaient été faites de façon plus, disons, climatique ou météorologique, juste en se basant sur les informations qu'ils avaient à ce moment-là. Je veux dire que l'indice nord-américain qui est publié en ce moment sur leur page web, c'est la version 1.1, où ils ont fait une révision et ils ont gardé la même méthodologie jusqu'à présent. Le groupe de travail est en train de travailler sur la version 2.0 et il se pose les mêmes questions qu'on se pose ici. Donc, il va y avoir des analyses similaires qui vont être faites, mais peut-être pas avec les TPT. Donc, on passe aux conclusions. Je vous laisse conclure, mes chers collègues. Avec plaisir. Est-ce que je m'en occupe? Alors, dans la partie 1 que je n'ai pas vue, on a dû parler de l'utilisation des modèles par arbre de manière générale. C'était pour avoir une base et de leur utilisation en actuariat. C'est aussi vrai avec les TPT qui, en plus, vont rajouter cette dimension d'analyser l'information temporelle des variables. Donc, ce qui peut être utile pour les questions de durabilité, comme c'est l'objet de ce cycle de conférence. Tu peux passer à la deuxième slide de conclusion. Alors, ce qu'on peut retenir des modèles qu'on a vus, et en particulier des Time Penalized Trees, c'est qu'ils ont des propriétés qui semblent satisfaisantes. Alors, on a vu parce qu'ils arrivent à capter des phénomènes temporels. C'est aussi vrai, ça semble vrai, du point de vue théorique. On est en train de travailler dessus, mais théoriquement, ces modèles ont des propriétés de consistance qui sont satisfaisantes aussi. Donc, en gros, ça marche. Par contre, c'est quand même des modèles qui ont des limites dont il faut parler. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, la principale limite quand même, je trouve,
Alors pour l'instant, c'est le code qui est très long à tourner, mais ça, c'est qu'une question d'optimisation. Mais dans les vraies limites, on va dire, c'est qu'on n'a pas encore fait de comparaison, de comparatif sur des datasets bien connus, éprouvés, avec différentes métriques, pour voir si cette méthodologie par rapport à d'autres présente vraiment des intérêts. Et on n'a pas encore non plus adapté les techniques de bagging et de boosting à ce genre d'arbre. Ce qui sans doute marcherait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En revanche, on perdrait le côté interprétabilité qu'on s'est embêté à essayer de conserver. Donc c'est toujours un compromis à trouver. Et enfin, au niveau des perspectives, comme je le disais, on est en train de développer un package pour ce modèle. Aujourd'hui, le code existe déjà, mais il est très sous-optimisé, donc on est en train d'adosser ce package à scikit-learn. Pour ceux qui codent en Python, on fait une extension de scikit-learn. Et évidemment, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'essayer d'explorer ce type d'algorithme à plein d'autres problèmes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir les références qui sont juste sur la slide après. N'hésitez pas à aller voir le papier qui est sorti qui parle de cet algorithme, mais également d'un autre papier qui parle de la méthodologie pour calculer le French Actuarial Climate Index, dont José vous a parlé. Et enfin, peut-être que tu veux en parler, José, sur le livre vert. Oui, avec CNP, on a publié un livre vert qui touche les indices climatiques, mais leur application surtout à l'excédent de mortalité en France dû aux vagues de chaleur. Donc, il y a 3 chapitres et voilà, il est disponible autant en français qu'en anglais en version ouverte sur le web. Et vous avez le link si vous avez les slides. Merci de votre attention et pour ma part, désolé de ce retard encore une fois. J'ai dû aller un petit peu vite sur ma partie. Si vous avez des questions, on en parlera sans problème. Merci à tous. Ouais. On a 1 minute quand même pour les questions. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Alors, j'ai une question. En fait, j'ai raté la première partie de la présentation, mais quand vous parlez de temporalité, je pense que chaque observation elle est associée à un indice T. Est-ce que ce T est identique sur la même ligne pour toutes les variables? Non. L'avantage de l'algo Time Penal History, c'est aussi qu'on peut raisonner en temps continu. On peut mettre n'importe quelle valeur dans R pour T. Donc, chaque observation et chaque variable de chaque observation peut avoir une valeur différente de T. Tout à fait. Ok, ça marche. Par exemple, c'était le cas dans l'exemple sur le portefeuille d'assurance vie, où il peut y avoir un versement spontané ou un versement programmé ou des rachats partiels spontanés, bien sûr, à n'importe quel moment de la vie du contrat. Au jour près, c'est continu. Okay. Mais on est d'accord que certaines observations, ou bien pas certaines observations, certaines variables, ils vont avoir le même T, genre son âge ou un truc comme ça. Bien sûr. Alors, si on parle de l'âge, par exemple, je ne sais pas si on peut considérer que c'est une variable longitudinale. Oui. C'est un peu une variable fixe. On pourrait prendre l'âge à la souscription, par exemple. Oui. Ça nous donne déjà toute l'information. Mais typiquement, l'exemple climatique, c'est un exemple où tout le monde est sur la même grille temporelle. En fait, on a une observation par mois, en l'occurrence. Voilà, il n'y a pas de durée dans un portefeuille, c'est-à-dire que les observations climatiques, on les observe de 1961 à 2021-22, et tous les mois, c'est pareil. Non. Mais voilà, ça c'est un cas spécifique où on est sur la même grille, mais on peut ne pas l'être. Ok, c'est clair. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Une dernière? Dans le cadre d'une application d'actuariat, est-ce qu'il ne serait pas pertinent aussi de construire des indices actuariels climatiques, mais par type de risque? C'est-à-dire, parce qu'on peut imaginer que si on s'intéresse à la sécheresse, ou à l'inondation ou à la grêle, ce n'est pas du tout les mêmes variables. Bon, vous parlez de la grêle, c'est intéressant. J'ai des collègues en Espagne qui ont étudié les coûts dus à la grêle pour les vignerons. Donc, c'est la culture du raisin pour le vin. Et ils ont régionalisé. Donc, on a des régions très distinctes comme La Rioja où c'est petite production, mais qui coûte cher. Donc, les indemnisations en assurance agricole sont différentes que la Mancha, qui est très grand, où on produit de façon massive, les coûts de production sont bas. Mais puisque la région est très grande, ben, ça peut... Et ils ont fait une analyse en régression quantile en utilisant que certaines variables climatiques et l'indice espagnol, parce qu'on a aussi calculé l'indice pour la péninsule ibérique.
Et quand on utilise que, par exemple, l'humidité, la température, ça n'est pas significatif. La régression n'est pas significative. Alors que quand on utilise les 6 variables combinées, ça le devient. Pourquoi? Ben, en statistique, on essaie d'expliquer ça comme un proxy, c'est que ces variables prennent l'information, il y a évidemment des corrélations entre elles, mais elles prennent l'information des variables qui ne sont pas là, comme par exemple la température de la mer. Ou la température du sol, hein, parce que c'est les températures qu'on mesure, c'est à une certaine hauteur. Bon, il y a une façon de croire que peut-être la combinaison des 6 remplit ce gap, hein, et l'information se retrouve grâce aux corrélations quand les 6 sont présentes. Alors que quand on en prend un sous-ensemble, ben, il y a une partie de l'information qui disparaît, c'est peut-être la plus importante. Donc, mais oui, il y a des analyses qui sont en train de se faire. Dans ce livre vert, nous, on parle combinaison température et humidité, donc l'humidex, comme prédicteur de l'excédent de mortalité plutôt que de prendre le fessier au complet. Et on compare pour voir quel est le meilleur prédicteur des deux. Mais certainement, j'ai vu d'autres applications en assurance. En Amérique, on vend des produits dérivés sur le climat, des weather derivatives à Chicago. Et ils ont fait une analyse de corrélation entre les prix sur le marché de ces produits dérivés et le ACI, pour voir s'il y a des informations différentes. Donc oui, il y a des analyses de ce genre-là qui sont en train de se faire, mais nous, on parle de ces choses-là dans les congrès d'actuaires parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il ne faut pas laisser ça aux climatologues. Il faut que les actuaires jouent leur rôle dans ce domaine du risque climatique, et bon, ben, on essaie de prêcher. Et ça commence à se développer un peu, parce que je sais que j'ai un étudiant qui a fait son mémoire dans une entreprise, je suis là-dessus, des entreprises qui essaient aussi de développer leurs propres indices comme ça. Oui, ça commence à se faire en tout cas. Et les packages, je crois, ça va aider pour que les compagnies puissent l'utiliser avec leurs propres données. Donc, on regarde des données de portefeuille plutôt que des données de population ou de données publiques. Merci. Et si je peux ajouter quelque chose de très rapide sur cette question, donc sur la question de créer des indices sous-jacents qui correspondraient à des risques sous-jacents en fait. Alors moi je suis en train de travailler dessus, mais c'est très embryonnaire. Mais l'idée ce serait de modifier les poids, de ne pas mettre un 6e sur chaque variable climatique, mais de mettre des poids différents et de trouver, en fait c'est un peu de la force brute, mais de chercher tous les poids pour maximiser la corrélation entre un sous-indice pondéré différemment et une variable qui représente vraiment le risque. Donc par exemple une somme de dommages inondation, ou un nombre de décès liés à la surmortalité, etc. Tout en conservant le fait que si on somme tous les sous-indices, ça doit nous donner l'indice global. Cette propriété doit rester. En tout cas, c'est une question très intéressante et c'est des travaux qui sont en train d'être réalisés. Merci.